Ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal. Des sujets sensibles, on va pas pleurer maintenant, ça fait 2 minutes. Non, c'est des sujets sensibles parce qu'on s'y attend pas, parce qu'on se dit pas un jour dans ta vie, ta mère va te dire ça. Comment elle te l'a annoncé ? Bonjour Cindy DSLV. Salut. Ça va bien ? Oui, et toi ? Ouais, super. T'es dans quel état d'esprit pour cette interview ? Ça va. J'ai hâte de voir à quelle sauce tu vas me manger, mais ça va. Mais j'ai pas prévu de te manger, surtout que je fais le jeûne intermittent. Oui, Par bon, contre, ça va. j'ai prévu d'apprendre à te connaître. Je me suis renseigné sur tes contenus. Voilà, j'ai sélectionné ce qui a percuté un petit peu mon regard pour pouvoir te faire réagir. Et j'ai vu que forcément que tu étais youtubeuse, créatrice de contenu, influenceuse, tiktokeuse. Tu es bien présente sur les réseaux sociaux. Tu es devenue maman. Oui. Tu parles beaucoup de ton rôle de maman depuis et je trouve ça très intéressant. Tu parles aussi en toute transparence des phases de dépression par lesquelles tu es passée, d'une relation toxique aussi peut-être qui t'a mise dans cette dépression, mais ça c'est avec du recul que tu as pu faire le bilan de tout ça. Tu parles santé mentale. Moi, ce sont des thèmes qui me touchent, qui me parlent aujourd'hui et tu as surtout soulevé une question qui m'a beaucoup plu, parce que je me la pose en ce moment aussi. Tu as dit, voilà, je me suis demandé qui j'étais. Et en off, tu me disais que tu commençais à pouvoir répondre à cette question. Et c'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas parce qu'on arrive au monde comme ça. Mais qui sommes-nous en fait ? Exactement, ouais. C'est difficile de répondre à cette question en vrai. Qu'est-ce qui se cache derrière ce « qui suis-je » pour toi, Cindy ? C'est qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, qu'est-ce qui m'intéresse, vraiment la base même de ma personnalité en fait. Qu'est-ce que j'aime faire, avec qui j'ai envie de passer du temps, quels sont mes buts dans la vie, vers où j'ai envie d'aller, pourquoi j'ai envie d'aller vers ces directions-là. Et c'est vrai que dernièrement, c'est des questions auxquelles j'avais du mal et que j'ai encore du mal quand même à répondre réellement, à savoir c'est qui Cindy en fait. Si je dois me présenter par exemple, si je devais me présenter à toi aujourd'hui et te dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aime ci, j'aime ça, j'aurais beaucoup de difficultés à le faire. C'est quand que tu as commencé à te poser cette question, à te dire je dois pouvoir tenter de répondre moi-même à cette question sur moi-même ? Qui suis-je ? Je pense un petit peu après que je sois devenue maman. En même temps, c'est un gros chamboulement dans la vie d'une jeune femme. Et je pense que ça a été vraiment après, de me dire ok, donc maintenant je suis maman, parce qu'il y a quand même cette phase de je suis devenue maman, donc je suis plus qu'une maman. Parce que c'est vrai qu'aux yeux des gens, pendant un moment, tu restes une maman, t'es une maman et c'est tout. Voilà. Ça peut être aux yeux des gens, ça peut être aussi dans la vie de couple. Bien sûr, alors dans la vie de couple ça a été, mais j'ai plus ressenti ça auprès de mes proches. Tu vois, ils vont s'intéresser qu'au bébé, toi tu passes vraiment au second plan, alors que pendant 9 mois, tu as été au centre de l'attention de tout le monde. Et après, c'est plus difficile de trouver sa place. Et comme j'ai vraiment mis un poids d'honneur à me dire, ok, je vais devenir maman, mais je veux garder la femme que je suis. Et en fait, je pense que dans ce tourbillon-là, je me suis un peu perdue. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de savoir. On va parler de cette notion du fait de devenir maman. Et tu me feras penser, si j'oublie, j'espère pas. Mais c'est hyper intéressant, là, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que pendant 9 mois, tu as tous les yeux qui sont sur toi. J'ai jamais songé. Et oui, on fait attention à toi, oui. On fait attention à ce qui t'arrive rien. À Cindy, en fait. C'est ça, voilà. Et puis après, le bébé naît et... Oui, allô, du coup, je peux voir ma petite fille, je peux voir ma nièce. Et moi, je vais comment ? Ça donc ça va ? moi, je peux pas le connaître, ça, parce que je ne deviendrai jamais maman. Mais il y a peut-être des sentiments de tristesse, de peine, peut-être de jalousie, j'en sais rien. Ce par quelles émotions tu as pu passer ou une maman peut passer. Je pense qu'il y en a plein. Et c'est une question qu'on va se poser ensemble tout à l'heure. Mais je te propose, histoire qu'on comprenne, il faut commencer par les bases. On commence par le début. Oui. Ok. On remonte à l'enfance. Allez. Ok. Parce que oui, le passé, l'enfance exprime beaucoup, dit beaucoup de choses sur les problèmes qu'on peut traverser, les pensées qui peuvent nous effleurer et sur qui nous sommes aussi aujourd'hui. Ça sert à répondre à cette question-là. Donc je t'ai entendu dire, t'as confié, je suis arrivée dans un cadre familial extrêmement compliqué. Qu'est-ce qui se cache derrière ce extrêmement compliqué, Cindy ? Franchement, je sais pas combien d'heures on a devant nous, mais c'est extrêmement compliqué. Le papa ? Ouais, mes parents étaient séparés. En fait, j'ai jamais connu mes parents ensemble. Mes parents sont séparés avant que je naisse. D'accord. Donc ma mère est enceinte, ils se sont séparés. Et donc j'ai grandi avec des parents complètement séparés, mais dans un contexte très compliqué, dans le sens où mon père avait refait sa vie. C'était très compliqué avec la femme avec qui il a refait sa vie. Et ça a été très compliqué entre mes parents
déjà de base, parce que il y a eu des tromperies, des manques de respect. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées entre eux, qui ont beaucoup déteint sur ma sœur et moi. J'ai une sœur qui a 9 ans de plus que moi, qui elle, par exemple, a vécu le divorce de mes parents, donc les disputes, les séparations, les trucs, les machins. Moi, j'ai pas connu ça. Donc on aurait pu se dire, ça va, t'as pas eu le pire. Mais en fait, même si j'ai pas eu ça, j'ai eu à ma manière un truc un peu horrible de pourquoi mes parents sont pas ensemble, pourquoi j'ai pas connu ce cadre familial là, qui est hyper important pour se construire en tant que personne. Et ouais, je pense que j'ai commencé après à aller chez mon père aux alentours de 3-4 ans vraiment, parce qu'au départ c'était compliqué. Donc pendant 3-4 ans, tu voyais pas beaucoup ton papa? Déjà, j'en ai aucun souvenir. Et il faut savoir que je sais pas si c'est la vie qui veut ça, j'ai très peu de souvenirs de mes 0 à mes 5 ans. Oui. Vraiment, Ouais. 0. Comme si tu voulais quelque part te protéger. Je sais pas. Peut-être. Hein. En fait, j'en ai fait un peu le constat ces dernières années parce que j'ai des pertes de mémoire de choses qui me sont arrivées là sur les 5 dernières années. Et c'est souvent après des traumatismes Ouais, dans ta vie. c'est ça. Et j'ai l'impression que mon cerveau il me dit non, ça on n'en veut pas et on s'en rappellera pas. Donc c'est un peu difficile pour moi de remettre un peu les pièces ensemble. Mais ouais, non, c'était très compliqué. Ma sœur qui a très mal vécu la séparation de mes parents, qui l'a beaucoup fait payer à ma mère. Et donc moi, j'étais un peu au milieu de tout ça, donc au milieu des disputes à la maison, au milieu de la vie complexe de mon papa qui refait sa vie, qui ensuite, non, et en fait si, enfin, voilà. Beaucoup d'instabilité, on va dire. Mais c'est surtout, si je me trompe pas, ça remonte à avant ta naissance. Aussi, ah oui, bien sûr. Quand tu es dans le ventre de ta maman. Ouais. Je vais pas te demander si tu as tes souvenirs, parce que logiquement, on n'a aucun souvenir de cette phase-là où on est dans le ventre de sa maman. Non, ça, c'est des choses qui m'ont été racontées après. Mais je vais te demander si tu penses qu'un enfant peut ressentir. Complètement. Et si les émotions qu'il peut avoir dans le ventre de sa maman, ça peut avoir des répercussions des années après. Genre 20 ans, 30 ans après. Et toi, ce qui s'est passé, c'est que ton papa voulait que ta maman avorte. Ouais. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. En fait, je pense que moi, je suis vraiment le bébé... pas erreur, mais ils se sont déjà séparés. Puis tu sais, t'as cette phase où tu te revois, mais tu sais pas trop, et machin. Et moi, je pense que j'étais dans cette période-là, en fait. Et du coup, mon père voulait pas d'autres enfants avec ma mère. Et donc, oui, il a demandé à ma mère d'avorter. C'était aussi particulièrement quand il a su que j'étais une fille. Mon père a toujours rêvé d'avoir un garçon. J'ai déjà une grande sœur. Et quand il a su vraiment que j'étais une petite fille, oui, il voulait clairement pas de moi. Petit lapsus. Oui. Non, je pense que tu dis vrai. C'est pour ça que moi, j'ai mis un point d'honneur pendant ma grossesse. C'est que c'était très important pour moi d'être dans un cadre sain, de pouvoir passer ma grossesse dans la tranquillité. Parce que j'avais pas envie de, justement, angoisser moi, stresser moi et tout redonner à mon bébé, quoi. C'est sur le tard, hein, c'est au collège que tu as appris, qu'on t'a dit que ton papa voulait que ta maman avorte. C'était plus ou moins vers cet âge-là. Ça fait quoi? Ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal. Des sujets sensibles, on va pas pleurer maintenant, ça fait 2 minutes. Non, c'est des sujets sensibles parce qu'on s'y attend pas, parce qu'on se dit pas un jour dans ta vie, ta mère va te dire ça. Comment elle te l'a annoncé? Honnêtement, je sais plus exactement le moment, je saurais pas te dire on était là, elle m'a dit ci, ça. Mais je sais juste que ma mère a toujours été très honnête avec nous sur ce qui se passait. Alors, est-ce que c'était la bonne chose à faire ou pas? On le saura pas. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. On était au courant de tout. On savait tout ce que mon père avait fait. On savait tout ce que il se passait à l'instant T, les bons, les mauvais. On savait même le très très dur. On l'a toujours su. En vrai, j'aurais pas fait ça. J'aurais peut-être protégé un peu plus. J'aurais peut-être moins dit parce que c'est des choses qui plus jeunes m'ont vraiment traumatisée. De savoir des choses qui ne sont pas des choses d'enfant en fait, qu'on n'a pas envie de savoir. Et par rapport à cette volonté d'avortement, est-ce que tu t'es sentie rejetée? Bien sûr. Grandissant. Il faut savoir que mon père et moi, on n'a jamais eu une relation d'amour. Donc en fait, c'est quelque chose qui en plus venait confirmer quelque chose que je ressentais moi depuis toute petite avec mon père. Qu'est-ce que tu entends par venait confirmer? C'est-à-dire que tu avais l'impression du fait que, on va parler franchement, le manque de présence de ton papa, plus apprendre qu'il souhaitait que ta maman avorte au moment où elle était enceinte de toi, tu as donc l'impression que tu étais reniée, mise de côté, pas intéressante? En fait, c'est pas que j'étais pas intéressante ou quoi, mais c'est plutôt que, comme mon père, dans sa tête, je pense, il s'est dit à la base, je voulais pas d'elle. Peut-être qu'inconsciemment, il a agi même plus tard avec moi, d'une certaine manière, qui a fait qu'il y avait une grosse distance entre lui et moi. Que moi, j'avais beaucoup de mal à aller vers lui. J'ai quasiment jamais dit je t'aime à mon père. Quand il me disait je t'aime, lui, j'avais une grosse gêne ça me semble pas normal en fait. Et ça a duré comme ça pendant longtemps. Et jusqu'au jour où j'ai appris ça, et en fait, tu connectes.
Tu te dis, ouais, bah, tout ce que je ressens depuis des années, depuis petite, le fait d'avoir l'impression d'être un petit peu à l'écart, de ne pas être assez bien, qu'il ne m'aime pas comme mes autres sœurs. Tu lui en as parlé? Ouais, on a eu beaucoup de discussions avec mon père et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de déni sur plein de sujets. Pour lui, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ou alors ça ne s'est pas passé comme ça, ou c'est notre ressenti. Ça a été beaucoup redit, c'était notre ressenti mais pas le sien. Et donc comme on avait un décalage de ressenti, bah forcément le nôtre n'était pas bon. Mais que ce soit moi ou mes autres sœurs sur plein d'autres sujets, hein, c'est pas que celui-là, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très fier et qui a beaucoup de mal, je pense, à se rendre compte de ce que ses actions ont pu avoir comme conséquence sur nous, en fait. Et là, ça fait quelque temps que vous avez coupé le lien? Ouais, ça Définitivement. Alors, définitivement, oui et non, parce qu'on a repris contact récemment parce qu'il a eu un problème de santé. Mais ça faisait un bon 4-5 ans que je n'avais plus adressé la parole à mon père. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc déjà, il a été avec quelqu'un pendant 13 ans, donc ma belle-mère, que je considère toujours comme ma belle-mère. Oui, comme ta deuxième maman, même. Ouais, exactement. Bah, en fait, elle est rentrée dans ma vie, j'avais 5 ans, quoi. Donc je la voyais un week-end sur 2, la moitié des vacances. Elle était peut-être aussi ce lien avec ton papa. Elle était très présente et c'est elle, oui, elle était plus présente, elle, que mon père, par exemple. Elle faisait plus de choses avec nous. Elle était plus investie, on va dire, en tout cas même dans les premières années, elle était plus investie dans notre éducation, dans comment on allait s'habiller, ce qu'il fallait qu'on fasse pendant les vacances, etc. C'était elle qui gérait, en fait. Et ils sont restés 13 ans ensemble, et ils se sont séparés, je me rappellerai toujours de l'année de mon bac. Et j'en ai beaucoup voulu parce que ça m'a déstabilisée complet. Je lui ai dit, mais je n'aurai jamais mon bac à cause de toi. Je l'ai eu, quand même. Mais c'est vrai que ça a été une période très compliquée. Et après ça, il a refait sa vie. Et en fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il s'est remarié, il a adopté un enfant, il a refait un enfant, etc. Et en fait, pour moi, ça a fait beaucoup trop. Et c'est la manière dont les choses ont été faites aussi également, parce que j'étais pas au courant, j'ai appris par un tel truc, machin, enfin bref. Parce qu'en fait, comme j'étais la seule qui disait les choses, mon père avait très peur de m'annoncer certaines choses qu'il pouvait faire, des choix dans sa vie. C'était moi, il fallait prendre des pincettes, il fallait pas me dire les choses comme il le disait à mes autres sœurs parce qu'il avait peur de comment je pouvais réagir en fait. Et au-delà du sentiment d'abandon, qu'on a tous compris, je pense, est-ce que tu as eu aussi un sentiment d'injustice? De te dire, mais pourquoi refaire un enfant? Pourquoi adopter? Alors que moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas été là, que j'ai manqué quelque part de cadre, d'amour, j'en sais rien, tu vois? Bien sûr. Ça, on lui a dit. Hein. Pourquoi ça a été déjà compliqué pour toi de t'occuper de nous, on va dire, même si, attention, hein, je lui jette pas la pierre, il a sûrement fait avec ce qu'il avait. Oui. Je veux dire, en termes d'éducation, en termes de moyens, la psychologie, etc. C'était pas les mêmes. Je veux dire, aujourd'hui, comment moi je suis en tant que parent, c'est pas comment mes parents étaient eux avant, tu vois. Tu connais son histoire à ton papa? Bien sûr. Tu sais aussi peut-être s'il a manqué de certaines choses, s'il n'a pas eu l'exemple de certaines choses? Oui, bien sûr, je sais tout ça. C'est pour ça que j'arrive quand même, malgré la peine que j'ai, de me dire il a fait comme il a pu et comme il était en fait. Avec les cartes qu'il avait. C'est ça exactement, et sa personnalité, et ses défauts et tout ce que tu veux. Donc non, ça je le sais, mais effectivement oui, tu te dis pourquoi refaire un enfant à 50 ans passés, pourquoi adopter un autre enfant quand déjà toi tu as du mal à avoir des vraies relations avec tes enfants que tu as actuellement en fait. Et oui, forcément tu te dis c'est pas logique. Tu as beaucoup de demi-sœurs et demi-frères hein. Ben, du coup, oui, au final, on finit par être pas mal. Donc, à la base, on était 3, on est maintenant 5. Et j'ai pas de contact avec eux. Pour te dire, ma demi-sœur, qui est du coup la dernière fille de mon père, je l'ai vue pour la première fois il y a 8 mois. Et elle a 6 ans, 5 ans, un truc comme ça. Elle est super grande. Donc, c'est fou de se dire que elle me connaît. Ils lui ont parlé de moi, elle regarde un peu, tu vois, même ce que je fais sur les réseaux, etc. Apparemment, elle m'adule un petit peu et Bichette, elle a rien demandé, tu vois, elle est tombée là-dedans. Mais moi, j'ai trop de mal. Et vis-à-vis de ton papa, vu ce que tu racontes sur tes réseaux sociaux, et puis c'est une avancée aussi pour toi, parce que c'est des blocages, des nœuds que tu enlèves petit à petit, mais tu t'es déjà dit, tiens, peut-être qu'il a vu cette vidéo, peut-être qu'il a entendu ça. Et je sais que c'est le cas. Ah. Je sais que c'est le cas et je pense que c'est ce qui fait le plus mal en fait. C'est quand tu sais que les gens voient, quand tu sais que tu es honnête et que tu fais cette démarche d'en parler, etc. et qu'au final, les gens, ça les fait pas réagir. T'attends une réaction? Bah non. T'attendais une réaction? Ouais. Tu le faisais pour ça, quelque part? Non, je le faisais pas pour ça. Vraiment, c'était pas le but. Mais une fois que c'est fait, tu te dis, est-ce qu'il va se passer un truc? Est-ce que ça va faire bouger une pièce? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Et à la finalité, quand tu te rends compte que non, ouais, c'est pas évident.
La situation, elle est irrémédiable? De mon côté, aujourd'hui, ouais. C'est hyper triste à dire. Elle l'était pas il y a encore 8 mois, tu vois. Il y a 8 mois, c'était compliqué, je pouvais dire non, machin. Aujourd'hui, je sais que non. Il s'est passé trop de choses dernièrement dans ma vie qui ont été, comment dire, qu'il a ignoré en fait. Qu'il a ignoré tout en sachant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il voyait, donc il savait ce qui m'arrivait, le bon, le mauvais, etc. Et au final, il a ignoré. Sauf la naissance de ma fille. Mais tout le reste, ça a été complètement ignoré. Tu parles de la dépression, par exemple? Ouais. On y reviendra juste après. Bah, t'es devenue maman. Le Oui. 14 février 2021, tu l'as annoncé. Le jour de la Saint-Valentin sur Instagram, t'as dit, après des mois à garder ce précieux secret, je peine à trouver les bons mots. Tu savais pas comment faire et puis tu t'es dit, allez, je le dis. Tout simplement. Quand on a ton histoire et qu'on s'est construite de la façon dont tu t'es construite, ça fait quoi de devenir maman? Ça fait peur. Le premier sentiment, c'est la peur. Alors que être maman, c'est le rêve de ma vie. Ça a toujours été depuis petite, j'adore les enfants, je sais que je veux être maman et que ça fait partie de mon rôle, tu vois. Mais ça fait peur. Ça fait peur parce t'es dans un moment tellement... T'es vulnérable, en fait. Parce que tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas si ça va bien se passer. Tu sais pas si la personne avec qui tu décides de faire ton enfant, il va rester. Tu sais pas s'il peut se passer quelque chose qui va faire... Moi, dans ma tête, il y a 1000 scénarios. J'en ai tellement connu, en fait, que dans ma tête, il y a 1000 scénarios qui se passent. Et avec, en plus, ce qui m'était arrivé avec la personne avec qui j'étais juste avant, ça a rajouté encore plus d'angoisse. Et t'as déjà une mauvaise expérience, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, ça fait peur. Au-delà du fait que tu sais que ça va chambouler ta vie, que ça va tout changer, etc. Ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est pas... Et après, c'est beaucoup de bonheur quand même aussi. Comment s'est passé l'accouchement pour toi? Très bien. Ouais. J'aurais pas pu rêver mieux. Vraiment, bon, ça fait mal, ça c'est évident, il n'y a pas de débat, mais ça s'est passé dans le calme, c'était serein, ça a été rapide aussi. On avait une équipe au top, mon chéri a été incroyable, incroyable. Par la suite, tu as fait une vidéo sur YouTube avec pour titre « C'est dur » et t'expliques, tu te confies, tu dis « C'est putain de dur être maman, c'est putain de dur ». Tu le répètes, pourquoi c'est putain de dur d'être maman pour toi, la découverte de la maternité? C'est putain dur parce que c'est un vrai taf. C'est du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça s'arrête jamais. Tu sais que ton cerveau, après ça, il est programmé pour penser avant toi à la personne dont tu dois t'occuper en fait. Et tous ces besoins vont passer avant les tiens. Tous. Et en fait, si toi derrière, t'es pas bien entouré, ou t'es un peu seul, ou t'as personne sur qui tu peux réellement compter, faut s'accrocher. Vraiment, faut s'accrocher parce que on nous apprend pas à devenir maman. On peut nous donner 1000 conseils, nous dire il faut faire ci, comme ça, truc, tu vas voir. Ça se passe jamais comme les gens te le disent. Donc après, moi, j'ai une petite fille extraordinaire. Je peux pas me plaindre. Gabriella. Ouais, elle a été incroyable. Vraiment, moi, si on m'écoute parler de ma fille et de ses premiers mois, je donne envie d'avoir des bébés à tout le monde. Tellement elle était incroyable. Mais c'est vrai que c'était dur parce qu'on se reconnaît plus. On a l'impression que tout tourne autour du bébé, qu'on met vraiment sa vie entre parenthèses. En plus, moi, je la garde à la maison parce que comme je travaille de la maison, je me suis pas dit je vais la mettre à la crèche au bout de 4 mois. Enfin, c'était impensable pour moi et puis j'y arrivais pas de toute façon. Très protectrice avec mon bébé et du coup, c'est pas évident. On peut se perdre. Moi, je me suis un peu perdue. Alors que pourtant, comme je te disais, c'était le rêve de ma vie. Je voulais être maman absolument. Et j'avais déjà l'image de comment j'allais être en tant que maman, etc. Je suis pas très éloignée de ce que je m'imaginais. Pour être honnête, je pense que je suis restée assez fidèle à moi-même. Mais en tant que femme, je me suis un peu perdue, ouais. Bah oui, tu dis c'est dur d'apprendre à aimer son corps, les hormones, apprendre à connaître son bébé, accepter son rôle de maman, accepter à laisser son rôle de femme. C'est obligatoire ça. En tant que femme, tu laisses forcément de côté ton rôle de femme au profit du rôle de mère. Un temps, je pense. Je pense que, c'est mon avis, je pense qu'un temps, c'est inévitable. Les premiers mois, pour moi, c'est inévitable. Parce que pourtant, hein, moi j'étais là, vous me verrez pas, je vais pas du tout être comme ça, je vais rester la femme que je suis, en plus d'être la maman. C'est trop à gérer. C'est trop. Tu peux pas faire attention à toi, faire attention à ton corps, récupérer ton corps d'avant, faire attention à être jolie, à bien t'habiller, etc. alors que t'as pas dormi de la nuit, Enfin, c'est trop dur. C'est trop à gérer en même temps. Et je pense qu'au début, ouais, tout le monde.
Mais c'est d'autant plus difficile quand on ne demande pas d'aide Et quand on ne demande pas à d'aide. ses proches, quand on ne fait pas appel à ceux qui Ouais. vous aiment. Et attention, c'est pas du tout un jugement, mais c'est parce que je sais que de ton côté, tu n'as pas vraiment demandé Je d'aide. les avais. Mais oui, alors déjà, je suis pas du genre à demander de l'aide. Mais en plus, c'était compliqué parce que j'ai finalement passé ma grossesse loin de ma famille. Ah. Donc loin de ma mère, loin de ma sœur. Je sais que si j'avais été près d'elle, elle m'aurait déchargée, mais comme jamais en fait. Sauf que là, j'étais tellement loin d'elle. Enfin, elles habitaient à Paris, moi je suis allée à Montpellier. Je les ai pas eues près de moi en fait à ce moment-là. Et déjà que de base, on pourrait me dire oui, mais pourquoi t'as pas demandé à la mère de ton chéri, etc. J'y arrive pas. J'arrive pas déjà à demander de l'aide en général, mais alors quand ça sort de mon cadre familial très proche, c'est impensable pour moi. Pourquoi tu aurais l'impression de ne pas gérer? Ouais. J'aurais l'impression que je suis pas capable en fait. Que je dois demander de l'aide, que j'arrive pas à gérer, que... Ouais. J'ai vu que tes abonnés te posent beaucoup cette question-là. Tu vas nous dire si elle te saoule ou pas. Quand est-ce que tu fais un deuxième enfant? Ça revient beaucoup. Hein. Jamais. En vrai, c'est pas du tout prévu. Et pourtant, hein, je voulais des enfants, je me dis 3, 4, c'est bien. Franchement, 1, c'est bien. 1 aujourd'hui, c'est bien et on est plutôt raccord sur ça avec mon chéri pour le moment. Je dis pas que ça peut pas évoluer dans le temps, mais déjà, on a vu des proches à nous faire des bébés rapprochés. Ça vend pas du rêve. Après, on peut passer c'est propre à chacun, je pense. Là, aujourd'hui, j'ai surtout besoin de me retrouver moi, d'arriver à aller mieux, d'arriver à me retrouver en tant que femme et profiter aussi avec ma fille. Et en fait, j'ai pas envie de me diviser. J'ai pas envie de devoir diviser mon amour, j'ai pas envie de devoir diviser mon temps, j'ai pas envie de devoir diviser ce que je vais pouvoir investir pour elle. Tu vois, j'ai envie de pouvoir tout lui donner, qu'elle soit au max. Et comment ça se passe avec le chéri? Parce que j'ai parlé avec beaucoup de mamans qui me disent régulièrement, ouais, ça met un coup quand même Au dans le couple. Oui. Je saurais pas dire si c'est la maternité nous qui a mis un couple. Je pense que c'est pas ça, honnêtement. Il y a eu d'autres choses entre nous qu'on fait que. Mais la maternité, je pense pas. Parce que lui-même, en tant que papa, il est très épanoui. C'est vraiment pareil, c'est le rôle de sa vie. Il est incroyable avec sa fille. Après, oui, c'est plus les débuts, quoi. Mais je dirais pas que c'est ça qui nous a mis un coup. Pour le coup, sur ça, je vois très bien ce qu'elles veulent dire. Et nous, ça nous a beaucoup rapprochés. Vraiment, les premiers mois, on était comme ça et il fallait y aller. Hein. C'était compliqué. Hein. Quand tu disais tout à l'heure que le début de ta grossesse, il n'était pas évident parce que tu te posais 1 milliard de questions, avec tous les scénarios possibles qui pouvaient arriver, parce que tu avais vécu dans le passé une mauvaise expérience, est-ce que tu fais référence à la relation toxique, malsaine, que tu as eue avec un ex? Bien sûr, ouais. Ok. Ben, c'est la relation que j'ai eue juste avant de rencontrer mon chéri. Qui avait duré combien de temps? Quasiment 3 ans. Ok. Et tu dis qu'elle t'a littéralement bousillé, Ouais. cette relation. Encore à l'heure actuelle? Encore à l'heure actuelle. Ok. Donc t'es pas guérie encore? Non. Ah, Alors, tu sais pourquoi? C'est pas la relation en elle-même dont je suis pas guérie, tu vois, je suis passée à autre chose, Je me doute. machin. C'est vraiment les séquelles que ça a laissé. Ok. Toutes les mauvaises choses qui sont passées pendant cette relation, aujourd'hui, elles sont pas guéries. Comme tu dis, c'est encore très compliqué. Il y a des choses qui sont encore bien installées et qui font encore bien mal. Qu'est-ce qui a fait qu'elle t'a bousillé cette relation? Je pense déjà parce que c'est une relation qui était très très fusionnelle, très passionnelle. Il y avait beaucoup d'amour dans cette relation, ça je pourrais jamais l'enlever. Mais au-delà de ça, j'étais avec quelqu'un avec qui beaucoup d'immaturité, on n'était pas du tout au même stade de nos vies en termes d'avancement, on réfléchissait pas du tout de la même manière. Il y a eu beaucoup de manque de respect, beaucoup de violence psychologique, je dirais. Tu vois, c'est là le côté toxique. Comme quoi? C'est quoi pour toi une violence psychologique dans le couple? Pour moi, les violences psychologiques, c'est toutes les mots que tu peux avoir qui vraiment blessent et que tu sais pertinemment que ce que tu es en train de dire, ça a un impact sur la personne en fait. C'était régulier? Ouais. Ok. Pas au début, mais vers la fin, ouais, c'était... C'est mal intentionné quand c'est régulier? Complètement. Quand ça fait 3 fois que je te dis que ça, faut pas me le dire parce que soit c'est un déclencheur chez moi, parce que c'est quelque chose qui m'a traumatisée ou parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment du mal, oui. Donc il savait qu'il appuyait sur un point sensible? Bien sûr, et puis quand la personne te trompe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, toujours avec la même personne, enfin que ça tourne en boucle pendant des mois... T'as accepté? Ouais, j'ai accepté. Tu savais? Bien sûr. Alors pas au début. En fait, je savais sans savoir pendant un moment parce que pour moi, en fait, si tu veux, pendant des mois, ça a été ok. Dès qu'on se sépare, il retourne vers elle. Ok. Tu vois?
Mais jamais de ma vie, j'ai pensé qu'on pouvait être en même temps au même endroit, à faire les mêmes choses et à se dire les mêmes choses. Ça, tu l'as appris plus tard. Ça, je l'ai appris plus tard. Et t'es resté avec lui quand t'as appris ça? Non. Après, c'est vrai qu'il y a eu quand même des tentatives de est-ce qu'on peut réessayer, passer à autre chose, etc. Mais ça n'a pas fonctionné, évidemment. Et jusqu'à tard, il a essayé de plus ou moins, tu vois, revenir, etc. Ça a été compliqué, ça a duré, ça a vraiment tenu en longueur. Puis c'est qu'il y a eu un événement aussi dans cette histoire de couple qui a dû certainement appuyer sur une lourde blessure du passé. Ben, c'est ça qui a fait passer notre relation dans quelque chose d'hyper malsain. En fait. T'es tombée enceinte? Ouais. Et il t'a clairement demandé d'avorter, mais au-delà Alors de te oui et demander... non, en fait. Ah. C'est ça qui est encore plus malsain. C'est que c'était un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, avant d'être sur le non. Tu avortes, tu vois. Ah, parce que moi j'en étais à l'étape où quelque part, tu te fais un petit peu menacer en mode je vais faire de ta vie un enfer si tu le À la gardes. fin, ouais. À la fin, quand c'était définitif dans sa tête de non, on ne gardera pas ce bébé. Mais avant ça, il y a eu des phases de trop content, on va aux échographies ensemble, ça prend des photos, c'est trop... Enfin, tu vois, il y a eu cette phase où tu te projettes un peu. C'est pire. Ah bien sûr, parce qu'on te fait croire en fait. On te fait espérer que cette situation, elle est positive en fait. Et une semaine après, ça change. Puis une semaine après, ça rechange. Puis ça a duré comme ça bien 2 mois. T'as avorté au bout de combien de temps? 2 mois et demi. Comment tu l'as vécu? Mal. Ouais, je me doute. Mal, surtout que les circonstances étaient vraiment particulières. En fait, on avait déménagé à l'étranger. Donc moi, j'étais revenue en France pour être avec mes proches. Donc t'imagines que avant ça, j'avais fait des allers-retours, parce qu'un coup c'était oui, un coup c'était non. Donc quand c'était non, je retournais à Paris. Quand c'était oui, je revenais. Donc j'ai passé ma vie dans des avions pendant 2 mois. Et à la finalité, ça s'est très mal passé parce qu'il n'était pas là. Donc il n'était pas là pour prendre sa part de responsabilité dans ce qui était en train de se passer. Mais même pour ce jour traumatisant où tu vas avorter. Et pour être là pour il est en moi, boîte tu de vois. nuit, je crois. Pire que ça, ouais, il était en boîte de nuit la veille. Donc ça veut dire que je me réveille le matin pour aller à l'hôpital et je tombe sur des snaps de lui complètement déchiré dans la rue, tu vois. C'est atroce. Ouais. Et là, je me dis, ok, donc là, on a touché un level d'irrespect qui est... C'est même plus de la souffrance là, que tu dois ressentir dans un moment comme ça. C'est un manque de respect, c'est complètement Tu c'est passes hallucinant. par toutes les émotions possibles. T'es déçu, t'es énervé, t'es en colère, Tu dis pourquoi je t'es l'ai mal. aimé. En fait, tu te dis, tu peux pas m'aimer et me faire autant de mal. Et c'est là que t'es dans la relation toxique, en fait, parce que tu te dis... Enfin, lui, il te dit, si, je t'aime à la folie, t'es l'amour de ma vie, machin et tout. Je suis désolée de te faire autant de mal, je comprends, ça t'envoie des pavés, des trucs, des... Mais c'est des mots. Les actions ne suivaient pas du tout. Tu penses que ça peut être des red flags? On peut se dire, tiens, s'il y a que des mots depuis des mois, voire des années, et qu'en Bien fait sûr. derrière j'ai pas d'action, faut peut-être que je me pose des questions. Mais j'aurais peut-être dû m'en poser. Après, il y a l'amour. Hein. L'amour, ça te... J'ai beau être très intelligente et j'ai beau avoir la... Tu vois, j'analyse très bien les situations. T'as l'espoir, en fait. T'as l'espoir de faire changer la personne. T'as l'espoir que la personne te donne aussi en te disant « Je vais changer, je te promets, ça arrivera plus. Je suis désolée, je m'en voudrais toute ma vie, truc, machin. » Ça va sur des paroles très fortes qui, toi, te... Elle est dure, hein, la question que je vais te poser. Mais avec du recul, est-ce que tu penses que tu as fait un bon choix, même si ce n'était pas véritablement un choix que tu as fait? Parce qu'on va revenir à cette période où, il me semble, il te disait « Si tu n'avortes pas, je vais faire de ta vie un enfer ». Voilà, non, on va soulever la question de le corps de la femme, qui doit prendre cette décision, etc. Je trouve ça intéressant, même s'il faut aussi écouter le père. Bien sûr, je t'ai moi posé 15 000 questions. J'ai eu un... Comment dire? Ça a été un combat que j'ai mené déjà depuis toute jeune. C'est un sujet qui me touche énormément. Je suis à 100% sur mon corps, mon choix, etc. Et c'est vrai que jamais de ma vie, je me suis posé la question de « Et si moi je veux, mais que lui, il veut pas ?» Parce qu'en fait, on se dit souvent « Moi, je veux pas. » Donc, t'as pas le choix, en fait. Parce que c'est mon corps, c'est moi qui décide. Mais à l'inverse, si moi j'ai envie et que toi tu veux pas. Alors, il y a des filles qui ont vraiment le courage. Moi, de par mon histoire familiale, le courage de lui dire je le fais seule, je l'avais pas. Parce que je voulais pas ça pour ma fille. Enfin, parce que là, tu ma l'as fille vécu. actuelle. Parce que je sais ce que c'est de vivre sans ses parents ensemble et que je voulais pas construire ma vie comme et ça. avec C'était une envie impensable. avec l'envie d'un papa qui est pour un avortement. Exactement. En fait, c'était des choses qui, pour moi, et je pense que c'est pour ça que ça m'a autant marqué, parce que déjà, sur toute mon histoire à moi, perso, c'est trop de signaux d'alarme qui te disent, t'as déjà connu ça, tu sais ce que ça fait. Et c'est trop dur, en fait. Donc oui, t'as ce truc de dire, ok, c'est mon corps, je pourrais décider de le garder et de ne pas m'infliger ça, mais ma vie va ressembler à quoi, en fait?
Ma vie et celle de mon enfant va ressembler à quoi? Surtout quand t'as quelqu'un, effectivement, qui te dit je vais faire de ta vie un enfer, tu vas le regretter, que t'as la pression de ses parents derrière. Ça, c'est parce qu'il avait peur que tu le gardes. Bien sûr, ils ont tout fait, lui et ses parents, tout fait pour pas que je le garde. Mais c'est dur quand même d'avoir des propos comme ça. Bien sûr, il n'y avait aucune bienveillance, il n'y avait aucun... on s'intéressait pas à moi en fait. On s'intéressait juste au fait qu'il fallait pas le garder. Ça, c'était le seul T'avais truc. peur de ce qui aurait pu se passer si tu avais fait le choix de le garder? Ah oui, mais j'ai eu des discussions d'heures et d'heures avec ma sœur et ma mère, parce que ma sœur et ma mère étaient derrière moi en me disant on sera là en fait, on te lâchera pas. Mais tu te dis, il va se passer quoi en fait? Et comme j'étais face à quelqu'un qui était tellement... que j'avais l'impression de connaître, mais au final, au vu de ses comportements, tu te dis, mais c'est pas la personne dont je suis tombée amoureuse, tu vois. Et du coup, tu te dis, il est capable de quoi, en fait? À quel point il peut, vraiment faire de ma vie un enfer, comme il le dit, tu vois. C'est après toutes ces étapes que tu es tombée dans une phase de dépression? Ouais. Après la vraie séparation entre lui et moi. Donc après ça, après le fait d'apprendre qu'il y avait quelqu'un d'autre, que... il nous disait les mêmes choses, qu'il faisait les mêmes choses, etc. Vraiment, on avait la même vie, parallèlement, des périodes différentes, mais la même vie, complètement. Donc quand tu remets les pièces du puzzle ensemble et que tu dis « Ah ouais, ça s'est passé sous mon nez et j'ai rien vu », qu'entre-temps, j'ai perdu mon grand-père. Enfin, vraiment, il y a eu, pendant 3 ans, beaucoup de choses qui se sont passées. Et je pense que je ne pouvais plus gérer, en fait. Et comme j'ai tout géré plus ou moins seule, en me disant « J'ai besoin de personne pour me sortir de là », du coup, au bout d'un moment, tu pètes les plombs. Ça ressemblait à quoi, ces pétages de plomb? À ce moment-là, Ouais. il y avait des pétages de plomb dans le sens où je me coupais de tout. Je faisais plus rien. Je pouvais passer mes journées allongée chez moi dans le noir pendant des semaines. Je dormais sur mon canapé. J'allais même plus me coucher dans mon lit. J'arrivais plus, j'avais même pas la force, tu vois, de me lever, d'aller prendre ma douche, de me mettre en pyjama. C'était des trucs, je mangeais plus. Je suis devenue très maigre. J'ai revu des photos de moi dernièrement où en plus j'avais l'impression de pas être si maigre que ça. Tu sais, ce truc où tu regardes la photo et tu te dis ça, il y a un petit peu trop là. Pas du tout, j'étais mais squelettique, c'était effrayant en fait. Et après, il y a eu vraiment une grosse phase de noir, mais qui a été après ça, après la rencontre avec mon chéri. Mais tu sais, j'ai tellement... ok, vas-y, ça s'est passé, ciao. La phase noire dont tu parles, c'était les envies suicidaires? Ouais. Parce que ça fait avant peur, ça, quand ça arrive? Ben, ça fait... En fait, sur le moment, tu te rends pas compte. Tu te dis pas, waouh, ça fait peur, je suis capable de penser ça. T'as même plus ce raisonnement-là, en fait. T'as plus ce raisonnement de te dire, pourquoi je pense à ça? Mais alors, tu penses à quoi? T'as juste envie que ça s'arrête. Mais En fait, je dormais plus. Franchement, le déclencheur, ça a été que j'ai passé une semaine non-stop sans dormir. Ok. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, là, ça va pas. Donc le cerveau, il marche plus? Ouais, je lui ai dit, là, ça va pas. Je lui ai dit, il faut que tu m'aides. Et pour que je demande de l'aide, c'est que vraiment, c'est compliqué. Je dis, il faut que tu m'aides, il faut que tu appelles le docteur et que tu lui dises, je ne dors plus, ni la journée, ni la nuit, je ne dors plus. Et il m'a mis sous antidépresseurs. Et en fait, je les ai pris, je me rappelle, 2 fois. Je les ai pris 2 fois, j'ai vu que ça m'avait un petit peu aidée, mais je me suis dit, j'ai pas envie... Genre pour moi, prendre des antidépresseurs, c'était vraiment un step de... c'est lourd là. Et le problème, c'est qu'il y a eu une phase de vas-y, je peux gérer finalement, et où en fait tout s'est effondré. Où en fait je ne gérais rien du tout. Et où finalement ces antidépresseurs-là ont malheureusement été ce qui m'a. Ce qui a fait que j'ai essayé d'arrêter de vivre en fait. Ah, t'es passé à l'acte? Ouais. T'as fait quoi? J'ai pris la boîte entière. D'accord. Et en fait, il y avait eu une première phase où t'as un peu ce truc d'appel à l'aide, de là, les gars, ça va pas. Donc mes proches savaient que là, ça allait très mal. Et une semaine après, il y a le moment où tu dis plus rien, en fait. T'arrives plus à voir clair, en fait. Non, tu vois que du noir. Je sais même pas si c'est une décision. Tu vois que du noir. Je crois que tu subis quelque part plus qu'une volonté, complètement. Il me semble. Mais je suis désolé, je suis un peu perturbé. Non mais c'est normal, c'est un sujet, c'est bien sûr, c'est normal. C'est... Ouais. Moi, j'en parle avec un peu plus de recul maintenant, même si ça reste très dur, tu vois. Parce que tu vois, je me dis, en fait, sur le coup, tu savais pas toutes les bonnes choses qui pouvaient t'arriver derrière, tu les voyais pas. Regarde, aujourd'hui, t'es maman, t'es heureuse, t'as donné la vie à ta fille Gabriella, c'est la plus belle chose au monde, tu l'as dit toi-même. Mais à ce moment-là, t'étais pas en capacité de voir tout ce qui pourrait t'arriver. Non. Donc,
Heureusement que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Non, heureusement que sur ce moment-là, les gens sont vraiment inquiétés autour de moi. Mais franchement, je pense que c'est pas passé loin, mais dans le sens où c'était vraiment bien réfléchi, hein. Moi, je voulais pas qu'on m'aide en fait. Réellement, à ce moment-là, à l'instant T, je voulais pas qu'on m'aide pour te dire à tel point que quand ma sœur et ma cousine m'ont trouvée au milieu d'une forêt sans réseau grâce à ma localisation de mon iPhone, quand je les ai vues arriver, je dis c'est une blague. Vraiment fait chier en fait. Pourquoi elles sont là? Tu vois, ce truc de venez pas, venez pas m'aider. Là, je veux plus. Alors qu'une semaine avant, c'était encore j'ai besoin qu'on m'aide, tu vois. Et là, c'était vraiment non, j'ai pas envie en fait. Et donc, du coup, ouais, j'étais pas dégoûtée, mais sur le moment, j'étais très, très en colère de voir qu'il y avait des gens qui tenaient à moi en fait, tu vois, c'est complètement paradoxal. Comment on peut faire en sorte que ce genre de situation, elles n'arrivent pas aussi loin? Franchement, avec du recul. Il faut aller se faire aider. En vrai, moi, j'ai Oh, pas mais toi, vu de t'avais psy pas envie à ce d'aide. moment-là. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, tu vois, je sais que, par exemple, il y a des moments où ça va encore un peu mal. Je vais me faire aider. Je vais voir un psy. Ok, Je suis une thérapie, tu vois. oui. Alors qu'avant, même s'il y avait des petits débuts de aller, je vais voir quelqu'un, dès que je voyais qu'il commençait à aller un peu trop loin, à toucher trop de trucs qui faisaient mal, j'arrêtais d'y aller. Donc tu t'écoutais pas. Non. Non, j'arrêtais d'y aller. Et je pense aussi que les proches, dans ces moments-là, ils ont vraiment un rôle à jouer qui est capital. Euh, Après, c'est vrai que c'est difficile peut-être pour l'entourage de savoir à quel moment c'est vraiment réel, tu vois, à quel moment la demande d'aide, elle devient vraiment... où il faut vraiment le prendre en compte. Parce que souvent, on se dit, elle dit ça, mais elle fera jamais rien, tu vois. Parce que le jour où, au final, tu te rends compte que bah, la personne, elle est vraiment passée à l'acte parce qu'elle en a marre, parce qu'elle en peut plus, parce qu'elle est fatiguée, là, tu te dis, ah ouais, j'aurais peut-être dû faire attention avant. T'as lancé un challenge sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ouais. T'as marqué 21 jours pour me détacher des habitudes qui retiennent ma dépression. Je te propose de regarder un extrait vidéo. Bah, tu vas pouvoir me répondre. Regarde, on va voir les images, en quoi ils consistent. On te voit un tableau. En fait, il paraît qu'il faut 21 jours pour avoir des nouvelles habitudes. Qu'en Ok. gros, si tu fais quelque chose, que tu répètes cette chose-là pendant 21 jours, au bout des 21 jours, ça devient plus simple pour toi, ça devient plus naturel pour toi de l'intégrer dans ta vie et que ça devienne une habitude facile. Faut savoir que quand on est en dépression, se doucher, se brosser les dents, se mettre de la crème sur le visage, sortir dehors, aller marcher, manger correctement, c'est très compliqué. En fait, tout devient dur. Tout devient un effort et du coup, je me suis dit, si j'arrive pendant 21 jours à remettre dans ma vie des choses qui me font ou me faisaient du bien, tu vois, aller dehors, manger correctement, manger des trucs sains, manger des trucs que j'aime, prendre soin de moi, etc. Peut-être que si j'arrive à faire ça sur 21 jours, bah après, ça va aller mieux. Et ça va m'aider déjà à entamer un chemin sur pouvoir un peu sortir de cette dépression, quoi. C'est pour ça que tu as voulu le partager avec ta communauté? J'ai voulu le partager pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est motivant pour moi de me dire en fait, si j'arrive à le faire pendant 21 jours, si j'arrive à le poster pendant 21 jours, c'est que ça a vraiment existé et que j'ai été capable de le faire. Et tu t'écrivais quoi au tableau? C'était quoi tes objectifs quotidiens? Qu'est-ce que tu te forçais à faire pour sortir de cette dépression? Lire, Lire, ok. des trucs de développement personnel qui vont me motiver, qui vont me... Parce qu'en fait, quand t'es en dépression, tu penses que négatif, donc t'as besoin de lire, d'entendre, de voir des choses positives, tu vois. Ça, sortir de la maison, minimum 20 minutes, manger correctement, boire de l'eau, parce que je bois jamais d'eau, et ton corps fonctionne pas bien en fait. Bah non. Et il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas si tu t'alimentes mal, si tu bois pas d'eau, Bah forcément, ça si tu joue sur prends le pas sommeil l'air. aussi. Il y a trop de choses. En fait, c'est des petites choses, on pourrait se dire, mais elle est sérieuse, son challenge, il est bidon. Enfin, je veux dire, sortir de chez soi, manger, boire et s'occuper de sa skincare, c'est facile. Oui, c'est facile quand on n'est pas en dépression et quand son cerveau, il nous dit pas toute la journée qu'on est nul, qu'on n'arrive à rien, enfin, tu vois, et qu'on voit que du noir. Donc, c'est vrai que ces petites choses-là, il y avait ça et faire du sport. Faire du sport, c'est quelque chose qui m'a toujours aidée, d'aussi loin que je me rappelle, à m'évader, à penser différemment, à avoir un autre mental en fait. Et j'ai toujours fait du sport dans ma vie et c'est toujours quelque chose qui m'a aidée quand j'étais plus jeune et que j'avais genre tes petits chagrins d'amour là. J'allais à la danse pendant 3 heures, je ressortais de là, c'était terminé. Donc en fait, j'avais besoin de réintégrer ces choses-là à ma vie.
Et j'avais besoin aussi de le partager parce que je sais profondément que je suis tellement pas la seule à vivre ça. Et ça me l'a juste confirmé quand j'ai commencé à poster ces vidéos-là, parce que j'ai reçu des centaines de messages de personnes qui me disent « Mais Cindy, mais merci en fait, parce que 1, tu nous motives, 2, on se sent moins seul, et on voit en fait que c'est possible d'avoir envie, parce qu'il faut savoir que quand tu es en dépression, parfois tu n'as même pas envie. Sortir de l'état dans lequel tu es, tu n'as même pas envie. Tu te dis « C'est pas la peine, je vais jamais en sortir. » Tu es hyper défaitiste, tu vas dire ça. Moi, comme ça fait longtemps, je l'ai eu cette phase-là. Cette phase de « j'en peux plus, je veux plus vivre, j'y arriverai plus », ça sert à rien, je m'en sortirai jamais, je l'ai eu. Aujourd'hui, je pense que déjà, si je réfléchis différemment, c'est parce que j'ai ma fille, que du coup, j'ai plus le droit. Dans tous les cas, même si je voulais le penser, j'aurais plus le droit. Parce qu'elle a besoin de moi et qu'elle mériterait pas que sa mère soit plus là, tu vois. Donc forcément, tu t'obliges. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu as partagé ton état et tu es passé à l'action pour aider. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui partagent sans passer à l'action, c'est pas bien, parce que partager, c'est déjà un pas énorme. Mais tu as fait encore un pas supplémentaire, tu vois, en partageant les actions que tu pouvais mettre en place. Et juste pour ça, bravo. Merci. Ah non, mais c'est vrai, quoi. Je suis vraiment, j'ai les yeux écarquillés quand je t'écoute. Et peut-être parce que ça m'aide aussi, tu vois, de me dire que je peux aider d'autres gens. Et tu vois, dans ce truc qu'on disait au début de qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, bah en fait, j'ai aussi envie de pouvoir... Et ça a toujours été le but de mes vidéos, et c'est pour ça que j'ai toujours abordé des sujets un peu délicats et tout, parce que j'avais juste envie de pouvoir aider certaines personnes et de pouvoir, de ma petite expérience de vie, de pouvoir leur apporter peut-être quelque chose, tu vois. Et je sais qu'à chaque fois, j'ai des retours où on me dit franchement, merci, parce que ça nous aide de ouf. Et moi, je me rends pas compte aujourd'hui, même quand je reçois ces centaines de messages-là, je suis là en mode oh, ok, c'est cool, trop bien, nickel. Mais je me rends pas du tout compte. Je me rends pas compte de ce que ça peut avoir comme impact sur les autres. Tu vois, au même titre que je regarde des gens qui me motivent à fond, je me rends pas compte... eux, ils me motivent à fond, tu vois, et je me rends pas compte que je peux potentiellement avoir ce même impact sur les autres. Mais c'est normal, c'est difficile d'avoir du recul sur soi ou sur l'image qu'on peut projeter quand on est en phase de répondre à la question « Qui suis-je ?» Exactement. Voilà. Ouais. Et je vous le propose, essayez de répondre à la question dur. « Qui suis-je ?» soit personnellement, ou alors, si vous avez envie, vous pouvez le faire aussi dans la barre de commentaires, soit vous personnellement, si vous n'avez pas envie de le partager. Mais moi, c'est une question que je me pose de plus en plus. Qui suis-je ? Et tu vois, cette question, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle a été une sorte de fil rouge pour notre interview. Ouais. Qui suis-je ? Voilà, je trouve que c'est une question incroyable. Il y a le podcast Call Me Back, ça consiste en quoi ? Alors, Call Me Back, je l'ai créé il y a super longtemps au final. Je l'ai ouvert il y a... J'habitais encore à Paris, donc ça fait bien 4 ans. Que je me suis dit j'avais envie d'un autre format un peu plus à la cool, où tu n'as pas forcément besoin de t'apprêter, où tu peux parler juste de ton canapé en fait. Et j'avais envie d'aborder plein de sujets comme ça. Et c'était aussi pour moi une thérapie de me dire, c'était quand ça allait pas trop, je me suis dit peut-être que ça peut aussi m'aider de parler de ces sujets-là qui me touchent. Et encore une fois, d'apporter ma petite expérience. Donc j'ai lancé ça d'abord seule, ensuite il y a eu une phase où j'étais avec une copine, et dernièrement je l'ai repris seule. Mais c'est vraiment... tu vois, je l'ai appelé Call Me Back parce que ma meilleure amie ne répond jamais au téléphone. Et qu'à chaque fois, je dois lui demander de me rappeler. Et en fait, c'était vraiment ce truc de t'appeler une copine et tu discutes de tout et rien avec elle. Donc c'est pour ça qu'on a abordé 1000 sujets, de sérieux à pas sérieux, voilà. Et voilà, le podcast. Bah canon. Et on peut te retrouver sur tous tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est CindyDSLV. TikTok, c'est CindyDSLVOF. Oui, c'est ça. C'était déjà pris Cindy DSLV sur moi, je crois. Ok. Le podcast, c'est Call Me Back. Et la chaîne YouTube, c'est Cindy DSLV. Franchement, merci infiniment, Cindy, pour ce partage. Merci à toi. Parce que c'était un vrai partage au travers de cette interview, je trouve. Et tu l'as fait avec... tu as été généreuse. Et merci de nous avoir partagé ton expérience avec autant de générosité. Plaisir. Le mot de la fin, Cindy, je te l'offre. Ta caméra, elle est juste là. Ouais. Tu peux conclure comme tu le veux. Ou dire tout simplement au revoir. C'est dur, ça. Ah ouais ? Non, t'as fait le plus dur, là. Non, je pense que ce que j'aurais à dire, c'est que finalement, comme tu l'as dit, je suis assez généreuse dans ce que je partage. Et en fait, c'est de la vulnérabilité. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens, et surtout sur les réseaux sociaux, qui peuvent prendre ça pour une grosse faiblesse.
sais, quand tu te mets à nu et que tu dis tout ce que tu as vécu, même les trucs les plus horribles, on va pas nécessairement voir ça comme une force, en fait. Alors que pour être vulnérable et pour réussir à se montrer tel qu'on est avec notre vécu et tout ce que... Il faut beaucoup de courage. Donc pour moi, la vulnérabilité, c'est une grande force. Et il faut être surtout courageux pour le faire. Donc Enfin voilà, n'hésitez pas à être vulnérable, ça fait du bien aussi de temps en temps. Voilà. Merci Cindy. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt.